On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici une histoire criminelle qui date de 1888. Elle se déroule en Normandie. Une enquête sur le meurtre d'un curé qui mène à l'arrestation de 2 spécialistes du détroussage de prêtres. Et surtout, ne manquez pas la fin, elle est très étonnante. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Un après-midi de 1888, Angélique, la gouvernante de l'abbaye Huet, curé d'Armentières-sur-Avre dans l'Eure, s'en va faire quelques courses. Son curé est vieux, 80 ans. Il a déjeuné avec le maire, il a bu 2 ou 3 verres de vin à table, elle l'a installé à son bureau les pieds sur une chaufferette. Normalement, il devrait ronronner jusqu'à son retour. « À tout à l'heure, monsieur l'abbé. Je reviens dans 1 heure. » « À tout à l'heure, Angélique. À tout à l'heure. » Quand elle revient vers 5 heures, elle trouve l'abbé étendu sur le sol devant son bureau, la figure en sang. « Mon Dieu, monsieur le curé, mais qu'est-ce qui vous arrive ?»« Oh, je suis bien malade. On vous a frappé. Vous êtes tombé. » Et là, elle remarque que son curé a dans la main une pièce de 2 sous, comme si il allait faire l'aumône. « Oh, ils sont revenus. Je savais qu'ils reviendraient. » Et qui donc ? Eh bien, ceux qui l'ont déjà attaqué l'année dernière, en se faisant passer pour des mendiants. Ils ne l'avaient pas frappé, mais ils l'avaient dévalisé. La gouvernante fait venir le docteur, et c'est plus grave qu'elle ne l'imaginait. Il a reçu des coups de couteau nombreux, et on lui a manifestement donné un coup sur la tête avec un objet extrêmement dur. Il va s'en remettre, docteur ? Prions, ma pauvre Angélique, prions. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le lendemain, elle trouve l'une des armes du crime sous le poêle. Un casse-tête, une sorte de masse en fer, très lourd. Dans les jours qui suivent, le pauvre curé hué à l'article de la mort délire. « Allez-vous-en ! Pourquoi restez-vous là ? Que me voulez-vous ? » Et finalement, il meurt, sans avoir pu désigner ses assassins. Ce sont les gendarmes qui sont chargés de l'enquête. Savez-vous, madame, combien il avait d'argent sur lui ? Vous savez, normalement, c'est pas mon affaire. Mais je dirais dans les 800 francs. Et combien qu'ils lui ont pris ? 40 francs, pas plus. Donc 14 francs en gros sous qui venaient de la quête de dimanche. Pourquoi qu'ils ont laissé le reste, ça, je sais pas. Les voleurs ont sans doute été dérangés. Ils n'ont pas eu le temps de tout prendre. Dérangés ? Mais par qui ? Personne d'autre n'est venu que moi. Nous verrons bien. Notre enquête ne fait que commencer, madame. Les gendarmes remarquent alors qu'il y a de petites taches de sang sur le fauteuil du bureau, et d'autres sur le bréviaire de l'abbé, et sur ses papiers. Ouais, c'est peut-être là l'explication. Ils l'ont frappé, il pensait mort. À ce moment-là, il s'est relevé comme le suggèrent ses tâches. Alors ils sont partis sans ouvrir tous les tiroirs et emporter tout l'argent.
Les gendarmes, naturellement, se lancent dans une enquête de voisinage. Et plusieurs personnes du village leur racontent la même histoire. Ah ben j'ai vu des hommes près du presbytère, juste avant le crime. Combien d'hommes? Ouais, deux. Deux, habillés tous les deux avec de longues blouses bleues. Et ces blouses, figurez-vous, les gendarmes les retrouvent dans la foulée, dans un bosquet de romarin. Des blouses bleues, toutes neuves, tachées de sang frais. Bon, maintenant c'est clair. Ce sont les hommes qui portaient ces blouses qui ont tué le curé. T'as raison, mais ça nous dit pas qui c'est. Le lendemain du crime, à 50 km de là, à Évreux, Madame Jacqueline, la propriétaire du Café des Tribunaux, juste en face du palais de justice, est intriguée par deux de ses clients. « Patronne, remettez-nous une chopine. »« Une pour deux ? Ah non, tant qu'à faire, mettez-en nous une chacun. » Les deux hommes boivent comme des trous. Et surtout, ils ne semblent pas compter leur argent. Et comme elle est au courant de ce qui est arrivé au pauvre curé d'Armentières, elle s'en va dardard prévenir les gendarmes. Deux hommes. Ils ont l'air de fêter quelque chose. Ils boivent sans s'arrêter. Les gendarmes vont les arrêter sur le champ. Vous, là, comment vous appelez-vous? Moi? Rocher. Je m'appelle Rocher. Et vous, là, votre nom? Guerrier. Mon nom est Guerrier. Mais le problème, c'est que ce Guerrier et ce Hocher ne correspondent pas du tout au signalement transmis par ses collègues qui enquêtent sur le meurtre du curé. Alors le brave gendarme les laisse repartir. Le soir même, les deux oiseaux font leur bagage et vont à la gare prendre le train. Un billet pour Nantes, s'il vous plaît. Ce sera 4 francs. Vous n'auriez pas un billet, plutôt? Ah ben non. J'ai que des gros sous. D'accord. Donc 5 et 5 qui font 10... et 5 qui font 15, et 5 qui font 20, et 10 qui font 30, et 5 qui font 35, et 5 qui font 40, et 10 qui font 50, et... Oh, oh, elle est bien énervée, la guichetière, de toute cette ferraille. Alors Hocher, qui n'a lui aussi que de la menue monnaie, décide d'aller la changer au café d'en face. Il n'aurait pas dû. Car en sortant du café, il tombe sur le procureur en personne et le capitaine de gendarmerie, tous les deux en train de parcourir la ville à la recherche des assassins du curé. Vous là, venez donc. Son copain Guerrier va pouvoir prendre le train, mais pas lui. Le capitaine de gendarmerie l'attrape par le coltard. Et à ce moment-là, Rocher le pousse. Il essaye de s'enfuir. En vain. Mais c'est le signe qu'il en a lourd sur la conscience. Mettez-vous là. Videz vos poches. Et là, Rocher sort un revolver chargé et un petit bout de cierge. Mais qu'est-ce que c'est que ce morceau de bougie? Ben, je m'en sers pour éclairer. Peut-être. Mais l'abbé Huet, lui aussi, en avait des comme ça. Des bouts de cierge usés de son église qu'il ramenait au presbytère pour s'en faire des bougies. Son copain Guerrier est arrêté 1 mois plus tard à Rouen.
Et savez-vous ce qu'on trouve sur lui? Toute une collection de journaux racontant le meurtre de l'abbé Huet. Arrêté avant Guerrier, Auger est naturellement interrogé le premier. Il a 27 ans, il a quitté sa femme qui vit à Bordeaux, et depuis, il est sur la route. Il a plusieurs fois été condamné pour vol et pour vagabondage. À ce que je vois dans votre dossier, Auger, vous êtes un spécialiste en détroussage de curés. Vous avez déjà volé un curé en Vendée, un autre en Guyenne, un autre en Normandie. Voler les curés, c'est un peu votre métier. Mais c'est pas vrai. J'ai rien fait ni à ces curés que vous dites, ni à celui qui a été tué. J'y suis pour rien. Et pourquoi diable avez-vous sur vous un revolver à 5 coups, alors? Mais c'est pour me protéger. Il y a du danger partout, c'est tout. Je vois que vous portez un paletot noir. Mais récemment, avez-vous porté une longue blouse bleue? Mais jamais. J'ai toujours eu le même paletot. Guerrier, lui, est interrogé un mois plus tard, juste après son arrestation. Je vois que vous avez 21 ans à peine et que vous avez été condamné déjà 5 fois, dont 3 fois pour vol. Un vol qui ont principalement consisté à dévaliser des presbytères, avec votre ami Auger. C'est pas vrai, ça. À chaque fois, on m'a accusé à tort. J'ai rien volé du tout à aucun curé. De quoi vivez-vous, Guerrier? Moi, je suis colporteur, je suis camelot. Vous n'avez aucune espèce de marchandise. En revanche, on a retrouvé sur vous, comme sur votre ami Auger, un revolver chargé à 5 coups. Il ne faisait pas bon vous approcher. C'était pour me défendre, rien de plus. Je sais. Comment étiez-vous vêtu quand vous avez traversé Armentières, le jour du crime? Moi, j'avais une blouse. Une blouse. Intéressant. Et de quelle couleur? Bleu. Très intéressant. Et qu'en avez-vous fait? Je l'ai vendu. À qui? À un brocanteur de Rouen. Un brocanteur qu'on ne retrouvera jamais. Les 2 oiseaux sont jugés dans la foulée. Dans ces années-là, ça va vite, hein. On ne perd pas de temps en enquête. Pour l'occasion, la cour d'assises de l'Eure s'est installée dans une vieille chapelle en ruine. À la place de l'autel, on a mis l'estrade des magistrats. Les jurés sont assis autour sur des chaises. Faites entrer les accusés. Ils entrent, décharnés, pâles, de cette pâleur des prisons où l'un et l'autre ont déjà fait de longs séjours. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ricanent. Ils rient à chaque fois que l'occasion se présente, à gorge déployée. Ils rient parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de preuves contre eux. Alors naïfs, ils espèrent s'en sortir. Auger, comment étiez-vous vêtu le jour du crime? Un paletot noir? Comme aujourd'hui. Vous ne portiez pas par hasard une longue blouse bleue toute neuve? Jamais. J'en portais point. Vous comprenez la gravité de ma question, Auger. Les 2 blouses bleues toutes neuves ramassées par les gendarmes étaient pleines de sang du crime. Si vous prouvez qu'elles ne sont pas à vous, vous êtes certain d'être acquitté.
Mais si on vous trouve guerrier, et vous, vêtu de blouse avant le crime, et que vous vous êtes débarrassé des blouses après le crime, une charge terrible s'élève au-dessus de vous. J'avais pas de blouse, je vous jure. Ne jurez pas, Auger, car je vous présenterai des témoins qui vous ont vu dans des blouses bleues toutes neuves, devant le presbytère. Autre chose. On trouve dans votre poche un petit bout de cierge, qui ressemble étrangement à ceux qu'utilisait l'abbé Huet pour s'éclairer. Je me rappelle pas d'où qui venait ce petit bout de cierge. Le président interroge ensuite Guerrier. Vous allez me dire, Guerrier, que vous n'avez pas tué l'abbé Huet, n'est-ce pas? Et que si vous aviez une blouse bleue, ça n'est pas celle que portaient les assassins. N'est-ce pas? Moi, tout pareil, monsieur le juge. Greffier, veuillez présenter les blouses retrouvées par les gendarmes à l'accusé. Regardez bien, Guerrier. Est-ce que vous reconnaissez la vôtre? Moi, je vois une blouse bleue avec du sang, mais c'est pas la mienne, je le jure. Ne jurez pas, Guerrier, ne jurez pas. Autre chose. Lors de votre arrestation à Rouen, on a retrouvé sur vous toute une collection du petit journal racontant les crimes commis envers l'abbé Huet. Et dès lors, on se demande pourquoi vous les avez gardés. Oh, mais c'était pas pour le crime. C'était pour le feuilleton. Le feuilleton, il m'intéressait beaucoup. Au rire dans la salle, vous comprenez sans doute, Guerrier, qu'on ne vous croit pas. Autre chose, Guerrier. En prison, vous avez tenté de faire passer à votre ami Aucher un petit billet dont je vais donner ici lecture. Tu sais qu'il y a une vingtaine de témoins qui viennent au procès. Dis que je n'avais pas de blouse. Si on te demande à quelle heure nous sommes partis d'Armentières, dis à 2 ou 3 heures et ne dis pas les villes où nous sommes passés. Tiens bon, moi je tiens. Un commentaire peut-être, Guerrier? Mon commentaire, c'est que ça peut pas être moi. Je sais pas écrire. Cette lettre, elle a dû être fabriquée contre moi et mise dans ma poche par un maton. Dernière chose, Guerrier. Comme votre ami Aucher, et d'ailleurs souvent avec lui, vous avez été arrêté et condamné de nombreuses fois pour des vols commis dans des presbytères. Vous le confirmez, ça. Je vois ici la trace d'un vol au Sable d'Olonne, un autre à Bordeaux et un autre dans la Manche. Je les ai pas fait, ces vols. On m'a jugé par erreur. Par erreur, je ne sais pas. Je lis qu'après le vol commis chez un prêtre de la Manche, on a retrouvé sur vous la pipe et le briquet de l'un des curés dévalisés, et un couteau à lame d'argent emporté dans un autre presbytère. C'est pas vrai? Oui, ça l'est, Guerrier. À l'audience du soir, le président fait venir à la barre des témoins, et notamment ceux qui disent avoir vu les deux accusés le jour du meurtre près du presbytère de l'abbé Huet. Je confirme, monsieur le juge, que j'ai vu ces deux-là avec des blouses, et qu'elles étaient bleues. Veuillez montrer les blouses retrouvées par les gendarmes aux témoins. Les reconnaissez-vous? Ce sont bien des blouses pareilles. Bien. Il est tard, l'audience est suspendue. Elle reprendra demain matin à 8 heures avec les dernières dépositions des témoins, les plaidoyers et le verdict. Le problème pour nos deux oiseaux, c'est que le lendemain,
Les derniers témoins sont tous formels. J'étais dans mon champ à tendre des pièges à taupe. Je les ai vus qui arrivaient à Armentières. Quelle heure était-il? Midi. Je dirais midi, juste après j'ai entendu la cloche qui sonnait. Et comment étaient-ils vêtus? Ils avaient des blouses bleues. Et s'agissait-il de ces hommes-là? Oh ben oui, monsieur le juge. Vous en êtes certain. Entièrement certain, monsieur le juge. Et les derniers témoins apportent le coup de grâce. Celui de cette bistrotière, par exemple, Madame Cabaret. Je les ai observés longtemps, 2 heures au moins, en me cachant dans les herbes hautes d'un champ qui donne sur la porte du presbytère. Et je les ai vus rentrer, et ensuite ressortir et partir à grands pas avec des blouses bleues. Et pourquoi donc les avez-vous observés pendant 2 heures avant le crime, Madame Cabaret? Parce que chez nous, on se méfie des étrangers. C'est comme ça. Alors on les observe. Et donc vous les avez vus ressortir du presbytère? C'est cela même. Et je peux vous dire qu'ils avaient les mains dans les poches. Sans doute parce que les mains étaient rouges de sang. Je vous remercie, madame. Vous pouvez prendre place dans la salle. Bref, grâce aux témoignages des uns et des autres, on peut suivre presque minute par minute leur déplacement dans le village, avant et après le crime. Mais d'autres témoins encore sont appelés à la barre, qui eux ne sont pas du village. L'abbé Goumi, par exemple, curé d'Ivrac. Bien avant le crime, il a été victime du duo. Et il vient dire qu'ils lui ont volé sa pipe, son briquet, la recette de la semaine sainte et ses économies. Et la pipe a été retrouvée dans la poche de Guerrier. Je l'ai reconnue tout de suite. Et comment a été vêtus ces 2 hommes le jour où ils vous ont détroussé, l'abbé? Ils avaient des blouses bleues, toutes neuves. Déjà. Et un autre curé, l'abbé Robin, curé de Peujard, vient à son tour à la barre raconter que le premier dimanche de carême, son presbytère a été vandalisé par une bande dirigée par Hocher. Ils m'ont pris tout l'argent que j'avais pour les pauvres. Et ils ont emporté mon chien, Loulou, que ce diable d'Hocher est allé noyer quelques jours après. Mon pauvre Loulou. À votre connaissance, l'abbé, ces 2-là avaient-ils avant commis d'autres méfaits? Oh oui, quelques jours avant, ils ont volé le curé de la paroisse d'à côté, la paroisse de Brugnac. Ils lui ont mis un revolver sur la tempe et ils l'ont forcé à ouvrir ses tiroirs. Et après, mon Dieu, ils l'ont fait se déshabiller. Un prêtre, pauvre homme. Ils l'ont obligé à se mettre dans son lit. Et ils ont fermé sa chambre à clé. Et ils sont allés dîner dans sa cuisine. Et lui les entendait chanter comme des veaux. Et après, au bout d'1 heure, ils sont partis. Et le curé, en les entendant s'éloigner, a ouvert la fenêtre de sa chambre. Il a crié « Au voleur !» Et là, ils lui ont envoyé un coup de revolver, qui, heureusement, ne l'a pas atteint. Je vous remercie, monsieur le curé. Et je fais observer aux jurés que ces 2-là ont choisi d'attaquer des prêtres. Parce que d'abord, ils ont toujours de l'argent des quêtes, l'argent de leur paroisse, et qu'ensuite, ils sont généralement sans défense et emploient de vieilles servantes. Le procureur de la République Marvillet se lève pour ses réquisitions. Ces 2 hommes
sont restés là à guetter jusqu'à 4 heures du soir. À 4h30, la bonne du curé s'en allait au village. À 4h03, les deux individus n'étaient plus dans la prairie. À 5h, le curé était assassiné. À 5h30, vous aviez quitté le pays et on vous rencontrait marchant au train de 7 à 8 km/h, vous éloignant précipitamment du village. Et cette fois, non vêtu de blouse, mais de paletot noir. Il n'y a aucun doute que ces deux hommes ont commis le crime. Aucun. Et je vous demande d'être pour eux sans pitié. Ils méritent la mort et doivent avoir la mort. Juste après, l'avocat de Hochet se lève pour plaider. Et ça n'est pas n'importe qui, c'est maître Ducy, le maire d'Évreux. Il est bâtonnier de l'ordre et s'est auto-désigné pour défendre Hochet. Il fait, disent les journaux de l'époque, une plaidoirie remarquable, au cours de laquelle il pose le doigt sur toutes les fissures de l'accusation. Il rappelle que dans ce dossier, il n'y a pas de preuves, mais juste des témoins. J'avais évoqué ici quelque chose qui n'a jamais été évoqué au cours des audiences. Quelque chose qui ne peut qu'amener le doute dans votre esprit. Sachant que si vous avez le moindre doute, la loi, je le redis, la loi, vous obligera à acquitter Hochet. À l'époque même où le curé Huet a été assassiné, il y a eu un double crime dans la commune voisine de Saint-Germain. Un double crime pour lequel personne n'a été arrêté. Qui peut assurer ici que le meurtre de l'abbé n'a pas été commis par les mêmes que ceux de Saint-Germain? Qui peut jurer ici que les blouses tachées de sang retrouvées par les gendarmes après le meurtre ne sont pas celles que portaient les assassins de Saint-Germain? Personne. Personne ne peut le dire. Il y a autre chose qui ne peut que vous plonger dans le doute. Sur le bureau du pauvre abbé Huet, il y avait 1200 francs en billets de banque. Or, on retrouve sur ce bureau des traces de mains ensanglantées qui sont probablement celles des assassins. Ils les ont donc vus, ces billets, et ils ne les ont pas emportés. Ils n'ont emporté que 9 francs en gros sous, et ils ont laissé tout le reste. Dès lors, je me pose cette question. Le pauvre abbé a-t-il vraiment été tué par des voleurs? Ou n'a-t-il pas été tué par d'autres, pour d'autres raisons, que nous ne connaissons pas, et qui sans doute ne concernent ni Hochet, ni d'ailleurs son ami Carrier? Une dernière chose, concernant les nombreux témoins que l'accusation a fait défiler à la barre. Ce que j'ai trouvé très étrange, et vous sans doute aussi, c'est qu'ils disent la même chose, presque mot pour mot, au point qu'on dirait qu'ils se sont concertés pour désigner ces deux-là, qui sont des étrangers, parce qu'il est plus facile de désigner des étrangers que des paroissiens, que des gendarmes entiers. Tout cela étant posé, vous voilà donc dans le doute. Et si vous avez le moindre doute, alors vous devrez acquitter Hochet. Et je le sais, vous avez un doute, et ce doute vous taraude. Libérez-en vous, en prononçant son acquittement. Je vous le redis,
C'est la loi qui vous le demande. La loi. Et la loi doit être en toutes circonstances au-dessus de tout. Si dans 3 mois, on vous amène ici les véritables assassins du curé d'Armentières, il sera trop tard. Les têtes de 2 innocents auront roulé sur la place. Et justice n'aura pas été rendue. Très belle plaidoirie, en effet. Maître Cantrel, l'avocat de Guerrier, plaide ensuite. Et puis le jury entre en délibération. Ça dure 1h30. Et l'issue est absolument sans surprise. Hochet, Guerrier, levez-vous. La Cour vous condamne l'un et l'autre à la peine de mort et ordonne que vous ayez la tête tranchée sur l'une des places d'Évreux. Hochet et Guerrier ne manifestent aucune émotion. Leur visage pâle et décharné encaisse le choc sans bouger. La fin de cette histoire est très étonnante, car ni Hochet ni Guerrier n'ont finalement été exécutés. Et ce, en raison d'une coutume ancienne en France, selon laquelle on la vie sauve tous les condamnés à mort enfermés dans la prison d'une ville lors du passage du roi. Alors vous allez me dire, en 1888, il n'y a plus de roi en France. La France à cette époque est une république. Néanmoins, la chancellerie a estimé que le président du conseil Sadi-Carnot étant passé dans la ville avant le procès, il n'y avait pas lieu de tuer Hochet et Guerrier, dont la peine est donc commuée en travaux forcés à perpétuité. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.